Nous allons voir la succession des organismes vivants au cours des temps géologiques. Tout d'abord, l'évolution du peuplement au cours des temps géologiques. Dans un gisement donné, par exemple ici celui de Burgess au Canada, on va pouvoir étudier l'ensemble des fossiles que l'on trouve dans une strate. Et je vous rappelle qu'une strate va définir une époque donnée. Ici, par exemple, un fossile trouvé à Burgess, c'est Opabinia regalis. Donc, à partir de l'ensemble de cette collection de fossiles d'une époque donnée, on va pouvoir recréer le peuplement du milieu pour cette période donnée. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment évolue le peuplement d'un milieu au cours des temps géologiques. Ici, deux représentations du peuplement, l'une datée d'il y a 530 millions d'années au cours de l'ère primaire et l'autre d'il y a 100 millions d'années au cours de l'ère secondaire. Il s'agit de comparer la présence de ces espèces au cours de ces périodes. Alors pour les algues vertes, si l'on observe, elles sont présentes à l'ère primaire, à l'ère secondaire, et on sait qu'elles sont aussi présentes à l'heure actuelle. Les annélides sont présents à l'ère primaire, à l'ère secondaire, et ils sont aussi présents à l'heure actuelle, ce sont les vers de terre. Les arthropodes sont présents au cours de ces deux périodes, ils sont aussi présents à l'heure actuelle, par exemple le groupe des insectes fait partie des arthropodes. Les arthropodes trilobites, plus précisément, eux, ne sont présents que à l'ère primaire. Les céphalopodes ammonoïdés ne sont présents que à l'ère secondaire. Les vertébrés poissons sont présents à l'ère secondaire et on sait qu'ils sont encore présents à l'heure actuelle. Les vertébrés diapsidés marins ne sont présents que à l'ère secondaire. Les mollusques bivalves sont présents à l'ère secondaire et ils sont encore présents à l'heure actuelle. Donc, comme on a ici une chronologie, hein, l'ère primaire précédant l'ère secondaire, on va pouvoir déduire le moment d'apparition de ces espèces ou au contraire leur disparition. Donc, les algues vertes sont apparues au début du primaire ou avant le primaire, puisqu'on a la présence de fossiles à un moment donné, ça veut dire qu'ils sont apparus au moins à ce moment-là, voire avant. De même pour les annélines, les arthropodes. Les arthropodes trilobites, on sait qu'ils ont disparu entre l'ère primaire et l'ère secondaire, puisqu'on ne retrouvera plus leurs traces à partir de la fin du primaire. Les céphalopodes ammonidés sont apparus à la fin de l'ère primaire, au début du secondaire, et ont disparu à la fin du secondaire. Les vertébrés poissons sont apparus au cours du secondaire et existent encore à l'heure actuelle. Les diapsidés marins sont apparus au début du secondaire et sont disparus à la fin du secondaire. Et les mollusques bivalves sont apparus au moment du secondaire. On retient les reconstitutions de la vie à des époques différentes permettent de constater que de profonds changements de flore comme de faune peuvent se produire en quelques millions d'années. Des espèces et des groupes d'organismes vivants sont apparus, se sont développés, ont régressé et ont pu disparaître. Sous forme de schéma, donc on a ici l'axe des temps et l'évolution d'un groupe au cours du temps. Il apparaît, puis on obtient un maximum de diversité. Entre l'apparition et le maximum de diversité, c'est ce qu'on appelle la diversification. Ensuite, on va aller vers l'extinction de ce groupe, et entre le maximum de diversité et l'extinction, c'est ce qu'on appelle la régression. Nous allons voir maintenant l'évolution des groupes au cours des temps géologiques. Voici un graphique de la diversité en nombre de familles dans le groupe des ammonites au cours des temps géologiques. Pour étudier ce type de graphique, il faut observer des points de méthode. Tout d'abord, on va repérer les valeurs des axes. Ici, l'âge en millions d'années est situé sur l'axe horizontal, alors que la diversité est située sur l'axe vertical. Puis on va repérer les points remarquables, c'est-à-dire les maximums et les minimums de cette courbe. Enfin, on va s'intéresser aux échelles. On a ici une échelle pour laquelle 1 cm représente 10 familles, ce qui veut dire que lorsqu'on mesure 0,2 cm d'épaisseur dans notre courbe, en réalité cela représente 2 familles. De même pour l'échelle du temps. On va ainsi obtenir des valeurs précises pour nos maximums et nos minimums, que ce soit pour le temps que pour la diversité. Enfin, pour décrire notre courbe, on va utiliser le vocabulaire de la leçon, c'est-à-dire apparition, diversification, régression, quasi-extinction ou extinction. On va inclure dans nos descriptions les valeurs que l'on a obtenues pour les maximums et pour les minimums.
Alors par exemple, ici dans cette courbe, si on schématise l'ensemble de l'évolution du groupe des ammonites, on observe plusieurs losanges, plus ou moins réguliers, qui correspondent au schéma que l'on a vu précédemment. Ici, l'apparition a lieu il y a 380 millions d'années. Donc, les ammonites apparaissent il y a 380 millions d'années. Cette apparition est suivie d'une période de diversification jusqu'à 280 millions d'années. On passe de 5 familles à 20 familles, cela veut dire que l'on va augmenter de 15 familles pendant cette période. Puis, après ce premier maximum de diversité, on observe une régression entre 280 millions d'années et 255 millions d'années, où on va passer d'une vingtaine de familles à 5 familles. Donc on perd 15 familles au cours de cette période. On poursuit notre description, toujours en indiquant et en chiffrant et en utilisant le vocabulaire de la leçon. On retient: les espèces qui constituent ces groupes apparaissent et disparaissent progressivement au cours des temps géologiques. Ces changements traduisent le processus de l'évolution. Sous forme de schéma, on a ici l'axe du temps et on a une espèce A qui apparaît au cours du temps, qui se diversifie, qui régresse et puis qui disparaît. On a une autre espèce qui appartient au même groupe d'êtres vivants, l'espèce B, qui elle, à son tour apparaît, se diversifie, régresse et disparaît. De même pour l'espèce C et de même pour l'espèce D. On obtient ainsi l'évolution de l'ensemble d'un groupe, avec là encore les termes que l'on avait vus précédemment: apparition, diversification, maximum de diversité, régression, extinction. On a bien une succession des espèces dans un groupe au cours des temps. Nous allons voir l'évolution de la biodiversité au cours des temps géologiques. Voici une courbe de la biodiversité marine au cours des temps géologiques. Si l'on observe cette courbe, on constate que parfois la biodiversité diminue fortement sur un temps très court. C'est ce qu'on appelle une crise de la biodiversité, c'est-à-dire une disparition brutale et simultanée de nombreuses espèces, voire de groupes entiers. Sur l'ensemble de cette courbe, on constate 5 grandes crises. Ces grandes crises correspondent, sur l'échelle des temps, à des périodes, à des frontières de périodes, et en réalité, certaines périodes ont été définies par les géologues par la présence de ces grandes crises. Voici un tableau présentant un nombre de familles avant la crise Crétacé-Tertiaire, c'est-à-dire entre le secondaire et le tertiaire, et le nombre de familles après la crise pour un certain nombre de groupes de vertébrés. Alors pour calculer le pourcentage d'extinction, il va falloir d'abord commencer par calculer le nombre de familles éteintes. On l'obtient simplement en faisant la soustraction entre le nombre de familles avant la crise et le nombre de familles après la crise. On obtient ainsi nos résultats. Puis on va pouvoir calculer un pourcentage d'extinction, sachant que le pourcentage d'extinction, ça va être le nombre de familles éteintes sur le nombre de familles avant la crise, tout ça multiplié par 100. On calcule ainsi notre pourcentage d'extinction. Alors en étudiant notre tableau et plus précisément ce pourcentage d'extinction, on constate qu'un certain nombre de groupes de vertébrés sont peu ou pas atteints par cette crise, alors que d'autres, au contraire, vont être extrêmement touchés, voire sont éteints suite à cette crise, comme les dinosaures ou les ptérosaures. Enfin, on a un groupe intermédiaire qui sont moyennement touchés par cette crise. Voici une courbe de la diversité des mammifères au cours des temps géologiques. Pour étudier cette courbe, on va utiliser les points de méthode que l'on a vus précédemment, c'est-à-dire observer les axes, les points remarquables, utiliser le vocabulaire de la leçon et chiffrer en âge et en nombre de familles. Pour cette courbe, on observe 2 points remarquables. Le premier, situé il y a 225 millions d'années, qui correspond à l'apparition des mammifères, et le deuxième, qui est situé il y a 34 millions d'années, qui correspond à un maximum de diversité. On observe un point qui semble remarquable il y a 65 millions d'années. 65 millions d'années marquant le passage entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, étant une crise de la biodiversité pour de nombreuses espèces, en particulier les dinosaures qui ont disparu à cette époque.
Alors reprenons. Il y a 225 millions d'années, les mammifères apparaissent. Puis, de 225 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années, on a une faible diversification puisqu'on va obtenir un maximum de 31 familles il y a 65 millions d'années. Notons cependant que c'est l'époque à laquelle d'autres espèces sont en crise. À partir de 65 millions d'années jusqu'à 34 millions d'années, on a une très forte augmentation de la diversification, puisqu'on va passer de 31 familles à 122 familles, soit une augmentation de 91 familles. Cette très forte augmentation, c'est ce qu'on appelle une explosion évolutive. L'explosion évolutive étant l'augmentation rapide du nombre d'espèces dans un groupe, ce qui correspond à une accélération d'évolution. Donc de 65 millions d'années à 34 millions d'années, on a une explosion évolutive chez les mammifères, puisqu'on a une augmentation de 91 familles au cours de cette période. À partir de 34 millions d'années jusqu'à l'actuel, on va observer une régression, puisqu'on va passer de 122 familles à 70 familles, soit une diminution de 52 familles au cours de cette période. Retiens, le renouvellement des espèces peut se faire progressivement au cours des temps géologiques, mais il arrive aussi que l'évolution s'effectue par à-coups. Ce sont les grandes crises de la biodiversité marquées par des extinctions massives comme celle des dinosaures, auxquelles succèdent des explosions évolutives, celles des mammifères par exemple. Sous forme de schéma. Au cours des temps, on observe des crises de la biodiversité. Ces crises ont permis aux géologues de déterminer certaines périodes de temps. Certains groupes d'êtres vivants ne sont pas affectés par ces crises, c'est le cas du groupe 1. D'autres, au contraire, vont être très affectés par cette crise, voire vont s'éteindre, c'est le cas du groupe 2. D'autres groupes, enfin, vont voir leur diversité augmenter brutalement après une crise qui, eux, ne les ont pas affectés. C'est ce qu'on appelle une explosion évolutive, c'est le cas du groupe 3. Si l'on repère les groupes sur une échelle de temps, on constate que ces groupes vont se succéder au cours des temps géologiques.